Et j'ai envie de repartir d'une image que Sébastien a présentée, parce qu'en fait, quand je raconte comment on a préparé un peu cette séance, j'ai vu Sébastien un matin et on a parlé de l'emblème de Paris avec le vaisseau avec la devise Fluctuat Dec Mergitur. Et ce soir même, j'étais à l'école des mines pour écouter Thierry qui faisait une conférence de prospective à partir des mythes prébibliques. Et tu es parti d'un mythe prébiblique qui s'appelle l'Arche de Noé. Donc, deux questions. Est-ce que Nectuat Mergitur, c'est l'Arche de Noé? Et surtout, est-ce que l'Arche de Noé a un avenir à l'horizon de 2100 pour les villes de la planète? Oui, c'est une très bonne question. Donc je vais être un peu rapide. Simplement, ici, en reprenant justement cette devise qui est liée aux nôtres, c'est-à-dire l'incorporation de ceux qui travaillaient avec la circulation sur le fleuve à Lutèce. Alors, en fait, l'eau s'est rappelée à notre souvenir l'été dernier. Hein. Et donc, je prends ces deux images, celle de 1910 en haut et celle de l'année dernière en bas, pour insister sur une question, c'est que la région parisienne, en général, a beaucoup investi. Elle a investi elle est en train d'investir sur le réseau de transport en commun. Et puis elle a énormément investi sur le réseau routier. Mais par contre, elle a relativement peu investi sur la circulation de l'eau. Et on peut imaginer que quand même une ville comme Paris, avec une devise pareille, est fort liée à l'eau et à sa dépendance. Donc comment se fait-il que l'on ait tellement investi sur le terrestre, voire un peu sur le souterrain pour ce qui est des transports publics, puisque ça on est en train de faire ce grand système de transport en commun, ce qui est effectivement tout à fait nécessaire quand on voit que les grands centres intellectuels autour de Saclay, au nord de Paris, en Seine-et-Marne, sont assez mal desservis, qu'en plus la population parisienne, depuis le métro des années un petit peu avant 1900, depuis le métro, il n'a pas fait véritablement d'investissement important. Donc comment se fait-il qu'on n'ait pas prêté une attention comparable au problème de l'eau? Donc c'est une vision un peu critique que je vais proposer. Vous m'en excuserez, mais à mon âge, on peut se permettre quand même de ne pas être forcément tout à fait... Alors quand vous voyez Humanité et Sciences Sociales, Paris-Aubervilliers, avec des projets de bâtiments de ce type, je veux dire, alors là, Paris n'est plus la plus belle ville du monde. Paris est en train de gâcher l'image qu'elle a dans le monde entier. Elle est en train de gâcher l'image qu'elle a dans le monde entier. Et c'est pas... Ici, alors vous avez une autre image avec justement des bâtiments rectangulaires, un petit peu de verdure, et les gens circulent. Ils circulent avec quoi? Aujourd'hui, on circule en roller, on circule en monoroue. on a quand même autre chose que cette façon-là de se déplacer. Donc, les images que j'ai trouvées du projet du Grand Paris sont des images que je trouve décalées par rapport aux possibilités, par rapport au problème de l'eau, par rapport à la pratique de la circulation. Tu m'excuseras, mais je présente quand même une vision un petit peu critique. Et deuxième aspect critique, vous voyez ici, dans notre prospective, nous disons toujours, voilà, il y a quatre pôles. On vient d'insister sur la question de l'information. Il y a la matière, l'énergie, l'information, et puis il y en a un quatrième, qui est la biosphère. Bon.
Alors, quelle est la présence? Et la biosphère, elle est résiliente. Elle est résiliente par nature. Donc, quelle est la présence de la biosphère dans nos villes? Alors, on a insisté tout à l'heure sur la transmission d'informations qui maintenant passe par la fibre. Alors, voilà la biosphère dans Paris. Mais, je veux dire, si... Et puis, voilà, la biosphère dans les surfaces abandonnées. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà une comparaison, 1999-2012, sur donc l'espace agricole, moins 1540 hectares par an, et puis les espaces artificialisés sont augmentés, évidemment. L'espace revêtu ou bâti, plus 1043 hectares par an. Donc ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on est dans une phase d'artificialisation dans laquelle la nature recule par rapport au béton, pour le dire. Alors, quelques architectes disent autre chose. Il y a une certaine inspiration poétique, s'il vous plaît. Et moi, je suis un partisan des inspirations poétiques. Alors ça, vous le savez, c'est Vincent Caillivaut. Vincent Caillivaut, qui est un architecte belge. Architecte belge, jeune homme tout à fait sympathique. Et je voudrais quand même maintenant donner quelques images. Voilà, Parc Güell de Barcelone, Hundertwasser. Voilà, alors si, ça c'est dans Paris, une partie c'est dans Paris. Donc voilà, voilà. Donc, et ça, César Manrique, c'est un sculpteur. Et puis je termine, parce que comme il est tard, on va terminer, à moins qu'il y ait une discussion et des questions. Lorsque, comble de la résilience, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait vivre dans l'espace, une communauté, et là, vous avez 8 personnes qui ont passé 2 ans dans cette installation, en quelque sorte, qui s'appelle Biosphère 2, en Arizona. Et à l'intérieur de Biosphère 2, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc, 3400 espèces animales et végétales en interaction les unes avec les autres. Donc, une vraie biosphère, avec l'idée que quand on saura stabiliser cette biosphère, c'était plus ou moins réussi, on pourra l'installer au point de Lagrange, c'est-à-dire entre la Terre et la Lune, peut-être partir sur Mars, puisque c'est un grand projet de s'installer sur Mars. Donc voilà, je voulais essentiellement insister, parce que pour moi la résilience est une propriété des systèmes vivants. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que c'est une propriété des systèmes vivants. Un système vivant est résilient, sinon il mourrait. Sinon il mourrait. Et là, effectivement, on avait repris l'épopée de Gilgamesh, puisque tu faisais allusion à cette... l'épopée de Gilgamesh, elle a commencé je crois que les premières éditions, je parle sous ton contrôle, premières éditions datées de moins 1800, et les dernières, c'est moins 1100. Donc qu'est-ce que c'est que cette épopée de Gilgamesh? Gilgamesh est un souverain puissant qui entend parler d'un homme des bois, Enkidu. Donc il envoie une jeune femme pour le chercher, il vient à la ville, Enkidu vient à la ville, ils se battent et deviennent les meilleurs amis. Mais Enkidu attrape une maladie, il meurt. Et Gilgamesh est inconsolable. Il porte dans ses bras le cadavre de son ami, et puis il va voir, parce qu'il ne sait plus à qui se fier, il va voir le vieux sage, qui à l'époque s'appelait Utnapishtim. Et il dit, comment est-ce que je peux obtenir la vie sans fin? Alors ça, c'est la résilience, la vie sans fin.
Et Uthana Pisti, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond: construis une arche, emmène des couples de tous les animaux. C'est-à-dire qu'il lui répond: c'est pas ta vie à toi, c'est la vie de l'écosystème. Quand on parle de l'arche de Noé, on oublie de dire que le contenu de la réponse, ça veut dire c'est pas ta vie à toi, c'est la vie de la nature dont il s'agit. Et donc cette légende est bien quelque chose qui est l'écosystème. Comment est-ce qu'on le stabilise? Quelle est sa présence dans la vie? Quelle est sa présence dans la ville aussi? Et je veux dire que nous avons tendance à regarder la résilience uniquement du point de vue des affaires strictement humaines, voire de la stabilité des systèmes mécaniques que nous avons construits. À mon avis, on ne peut pas mettre le vivant en dehors du problème de l'écosystème, car véritablement, c'est la propriété fondamentale du vivant. Donc, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, on a eu des présentations assez denses, mais je pense que ça vaut peut-être le coup qu'on prenne 10 minutes pour discuter un peu au fond, notamment de nos 3 dernières interventions. Tu peux t'asseoir là, tu peux redescendre comme tu veux, Thierry. C'est toi là, c'est toi là. Et qui est-ce qui aurait une question à poser? Si vous pouvez vous présenter. Oui, c'est Marc Jagold, retraité. Si vous dites que la biosphère est résiliente, alors elle sera résiliente au réchauffement climatique? On n'a pas à s'inquiéter du réchauffement climatique. Oui, vous savez, dans le passé, il y a eu des désertifications, ça existe. C'est-à-dire le Sahara, vers moins 10 000, était une savane verdoyante. Les fresques du Tassili, le Tassili c'est en plein milieu du Sahara, et les fresques du Tassili montrent des caprins et des chasseurs. Et on a découvert récemment, Sciences et Vie l'a publié d'ailleurs, que les semences de l'Égypte pharaonique étaient venues, non pas de Mésopotamie, mais du Sahara. Ce qui veut dire que c'est un écosystème qui est mort, ou presque mort, puisqu'il reste quand même un peu de vie dans le Sahara. Donc en effet, les systèmes vivants ne sont pas non plus totalement immortels, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez posé une question? Singapour est comme ça. Oui. Singapour est comme ça. Comment? Comme vous avez présenté là. Oui. Et bien Singapour c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis de la végétation. Exactement. Oui, tout, bien sûr. Moi, je ne sais pas ce que va dire le futur président de la République, mais je parie qu'il ne va pas dire ce que moi je trouverais le plus utile, c'est « Chers Français, l'été arrive, mettez des fleurs à vos fenêtres. » Oui, parce que c'est une forme de poésie, mais au-delà de la poésie. Et c'est aussi attractif pour les touristes. C'est attractif, non, mais attractif, mais également c'est une inspiration en matière de résilience, dans la capacité que la nature a à solliciter des ressources, mais pas trop abondantes, à trouver les points d'équilibre dont elle a besoin pour faire face, des points d'homéostasie pour faire face au choc auquel elle enregistre. Et finalement, c'est ce côté-là inspirant de la nature qu'il faut réintroduire dans nos villes artificialisées. Absolument. Et c'est pour ça que nous avons plaidé. Il y a tout, depuis le rapport Brundtland, le discours officiel, c'est le développement durable. Nous avons plaidé pour le jardin planétaire. C'est l'homme jardinier. La question du développement étant une question simplement relative à la circulation d'argent. L'argent, je veux dire, ce n'est qu'un moyen. C'est la vie qui est l'objectif. Oui, Sébastien Maire, Ville de Paris à nouveau. Oui. C'était pour réagir sur cette question de la nature en ville. Alors, je ne veux pas en rajouter à la complexité du thème de la résilience, mais un petit peu quand même, toujours dans cette logique des interdépendances. Évidemment, la nature en ville est un axe fort pour améliorer la résilience du territoire en général, par rapport à de très nombreux stress ou chocs potentiels, notamment l'idée de refroidir la ville, etc., etc. Mais ça peut aussi avoir des effets
non souhaités par rapport à d'autres types de stress. Et je donne un exemple, enfin 2 exemples. Les arbres d'alignement qui sont sur nos avenues nuisent à la capacité de la ville à se débarrasser de sa pollution atmosphérique et concentrent les polluants au niveau des trottoirs, là où marchent les piétons. Donc on peut penser spontanément que c'est très positif d'avoir des arbres en ville partout, c'est joli, c'est attractif, etc. La pollution ne la voit pas, mais l'effet physique, tout simplement physique, des feuilles empêche une ventilation optimale et donc peuvent avoir un effet négatif par rapport à un des stress qui est celui de la pollution de l'air, dont les conséquences sanitaires sont très importantes. Je donne un 2e exemple de ces interdépendances. Pour s'adapter au réchauffement climatique, on prévoit de dépenser des millions, des dizaines, des centaines de millions d'euros pour multiplier l'eau en ville. On sait que l'eau, les miroirs d'eau, les noues, les fontaines, déterrer les rivières et végétaliser autour, ont des effets très positifs sur la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et donc on a prévu de mettre de l'eau partout. Mais si on essaie d'avoir cette approche transversale, et que par exemple à la ville de Paris, je vais voir les gens qui travaillent sur les questions sanitaires et de santé, et que je leur demande quel est le plus grand stress sanitaire à venir, ils sont unanimes. C'est le moustique. Et le jour où on aura un moustique porteur d'une pandémie mortelle, on s'en moquera d'avoir chaud pendant les canicules. Et on remettra des millions pour boucher l'eau, parce qu'il ne faudra surtout pas qu'il y ait des moustiques, ça sera bien plus grave, l'effet de la pandémie du moustique, que l'effet de l'îlot de chaleur sur les personnes âgées. Vous voyez? Et donc l'approche de la résilience, et notamment avec des outils, grâce à la recherche, avec des outils de modélisation, etc., elle vise dans l'utopie à essayer de matérialiser ces interdépendances pour être sûr que ces choix d'investissement ne vont pas avoir un effet négatif sur d'autres types de stress ou de choc auxquels on n'avait pas pensé. Mais dans tous les cas, je partage tout à fait vraiment tout ce que vous avez dit sur l'exemple de la nature, de l'écosystème naturel, de la résilience de l'écosystème naturel, comme un exemple parfait, hein, parce que effectivement, la nature se remettra du réchauffement climatique, bon, probablement sans l'homme, mais la nature, elle poursuivra. Hein. Donc le sujet, c'est bien les effets du réchauffement climatique sur les sociétés humaines et sur la capacité des sociétés humaines à toujours avoir des ressources alimentaires, etc. Mais la nature elle-même, la biosphère, se reconstituera d'une autre forme. Mais la question, c'est est-ce que c'est avec nous ou pas? Non, vous avez raison de soulever ces problèmes. Il y avait des ruches aussi sur les Comment? sur les bâtiments, des ruches sur les... Ah ben maintenant, il y a des ruches un peu partout. Hein. Il y en a sur le toit du muséum. Il y a évidemment les ruches traditionnelles de Luxembourg, qui sont même des écoles d'apiculture. Et qui les décide? Alors moi, je voulais réagir à l'intervention d'Isabelle sur l'agrégateur risque de prendre la place complètement des pouvoirs publics. Donc en effet, dans les cadres de ce que je vois au niveau du monde, c'est vrai qu'il y a des collectivités qui réagissent assez différemment. Donc il y a des collectivités qui admettent qu'il y ait des opérateurs de la donnée qui rentrent dans la ville et qui mettent en place des systèmes d'infrastructure dès le moment que c'est gratuit et que c'est efficient. En échange, c'est la donnée qui leur appartient. C'est un peu le modèle de Google. C'est par exemple à New York, les bornes Wi-Fi gratuites de New York, elles ont été mises en place par Google. En échange, ils récupèrent toutes les données qui passent là-dessus. Donc, mais voilà, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait par la ville. Il y a d'autres villes qui ne font pas ces choix-là. Donc moi, je vois dans les discussions des villes qui disent, voilà, nous on va mettre les Wi-Fi gratuits au service des citoyens, mais on préfère avoir la main sur les systèmes, parce que si on veut l'utiliser en push pour faire de la publicité, on veut l'utiliser pour promouvoir les commerces locaux, le tourisme local, et donc on va avoir un choix sur lequel on va garder la main, sur la donnée. Il en est de même sur certaines typologies de réseaux, dans les réseaux de télécommunications. Donc actuellement, moi je ne suis pas rentrée dans les détails, mais on voit émerger de plus en plus dans les villes, donc ces réseaux électriques, donc avec les réseaux moyenne tension, les réseaux basse tension, c'est du classique, d'autres types d'infrastructures historiques, comme les infrastructures de l'eau ou autres, et maintenant donc en fait la superposition d'un réseau de communication. Donc là en fait, ce n'est pas vraiment un réseau de communication, mais plusieurs. Donc entre la radio, entre la 4G, et les CPL,
broadband, narrowband, est-ce qu'on est plutôt sur du bas débit ou sur du haut débit dans la transmission des données. Et là, pareil, je vois émerger différentes tendances dans les mondes entre des villes qui se soumettent complètement à des opérateurs et qui vont payer des redevances dans les temps et parfois avec même des thématiques de la gouvernance des données sur lesquelles elles vont accepter un certain nombre de règles qui leur sont posées. Et par contre, je vois émerger des villes, notamment en France, de villes que je connais bien, par exemple la ville de Bordeaux qui s'est posée question là-dessus, la ville de Toulouse aussi, et sur lesquelles en fait la ville veut garder la gouvernance de ces réseaux de télécommunications qui viennent se superposer. C'est des tendances qui existent. En fait, ce qui est, je dirais, c'est très important que les choix soient assumés et que ce soit vraiment un choix toujours politique au sens noble de la politique. C'est-à-dire, si on accepte de dire on est dans un modèle où on donne la propriété de la donnée à des tiers pour qu'ils fassent une exploitation beaucoup plus efficiente et ils vont se payer sur des modèles économiques et publicitaires ou autres, on les fait parce qu'on l'a choisi et parce qu'on l'a partagé avec les citoyens. Et c'est notre choix. Ou alors, c'est d'autres modèles avec des modes de financement différents. Mais c'est clair que dans les mondes, on voit ces tendances et des opérateurs, clairement, Google se positionne là-dessus. Et il y a des villes américaines qui sont extrêmement sensibles en disant, écoutez, nous, on ne veut pas gérer, prenez tout, et puis, c'est pas notre problème, hein. Vous serez plus efficient que nous. Merci Carmen. Tu veux réagir ou pas? Oui. Ben, en tout cas, Carmen, elle montre qu'elle est capable de faire autre chose que de poser des questions. Peut-être juste effectivement de ce qui me paraît clé dans la figure de l'agrégateur, c'est le point de contact avec le client, usager, habitant en fait. Et que c'est à partir du moment où en fait, parce qu'il y a toute la question des services urbains, mais il y a toute la question des autres services en fait, qui sont des services non urbains en fait. Et ces acteurs, ils ont aussi la possibilité de les agréger en fait. Et donc c'est le risque qui nous semble, c'est que justement si la collectivité n'est pas suffisamment vigilante sur ce point, c'est que celui qui va maîtriser le point de contact avec le client, ensuite, il est capable de réorganiser tout l'amont de la chaîne en fait. Bah, donc c'est pas dire qu'il y a la question des données évidemment, mais au-delà de ça, il y a la question de comment je contacte finalement. Sachant que le contact client est très multi. Aujourd'hui, les clients n'est pas monoplateforme en fait. Sur certaines villes qu'on opère, par exemple, on a mis en place pour les villes des dispositifs qui permettent aux citoyens de remonter les défaillances et c'est ensuite la ville qui répond. En fait, derrière c'est nous, mais facialement c'est la ville qui répond avec une photo, problème technique avant, résolu après, messieurs les citoyens, j'ai traité votre problème. Et ces modes d'interaction parfois sont très culturels. Donc, par exemple, dans certaines villes, il se substitue à des radios, des réclamations qui existaient dans les villes, et la ville a mis en place un dispositif, une plateforme qui remplace la radio de réclamation historique. Mais aujourd'hui, c'est assez multiforme en fait. Un agrégat global, c'est pas aussi simple que ça, parce que les citoyens ne se laissent pas non plus enfermer. Ils les révèlent, les citoyens, et donc en fait c'est très mouvant, mais il y a une énorme question de la gouvernance de la donnée, parce que derrière beaucoup de ces opérateurs-là, c'est la valeur de la donnée, qu'est-ce qu'on peut en faire, et comment on peut derrière en faire un modèle économique différent. Oui, très rapidement, c'est à propos de la ville verte. Si on regarde des plans du XVIIIe siècle, on se rend compte que Paris avait des terrains agricoles en quelque sorte à l'intérieur, et c'était très longtemps le cas. Au XIXe siècle, il y a encore des terrains agricoles dans Paris. Toute la zone autour de Paris, ce qu'on appelait la zone, c'était aussi des terrains agricoles. Et donc finalement, cette urbanisation est un phénomène extrêmement récent. C'est les lotissements des années 20 et 30, et c'est les constructions un peu anarchiques des années 50-60. Très simplement, moi j'habite Saint-Maur-des-Fossés, là où j'habite, mes voisins m'ont dit, en 1950, nous allions chercher le lait à la ferme. Et donc là, tout est construit, n'importe comment, celui d'entre nous. Mais donc, finalement, cette idée de la ville verte, elle a été verte pendant très longtemps. Et ça permettait en particulier, pour les sièges, c'était quand même très important de pouvoir nourrir du bétail et avoir des ressources. Les cochons de la rue Saint-Antoine, ça durait très longtemps. C'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, mais enfin, en tout cas, en cas de siège, on savait quoi en faire. Y a-t-il une dernière question rentrée? Oui. Je ne représente pas le Conseil régional d'Île-de-France, mais je travaille au sein du Conseil régional d'Île-de-France.
Oui, j'ai dit, je ne représente pas le Conseil régional d'Île-de-France, donc ce que je vais dire ne passe une parole de, mais je travaille au sein du Conseil régional d'Île-de-France. Et il y a un élément, moi, qui me semble qui n'a pas du tout été évoqué et qui me semble extrêmement important, c'est que vous parlez de connexion, de mise en globalité, d'un certain nombre de choses, et qu'aujourd'hui, quand même, quelque part, on a, notamment en région parisienne, un millefeuille territorial avec chaque territoire qui a sa gouvernance, et que par rapport à tout ce que vous avez décrit aujourd'hui, quelque part, je trouve un peu une vision angélique, je me demande à la réalité de l'aspect politique, qui n'est pas la politique peut-être au bon sens du terme, donc quel problème de la gouvernance de ces différents territoires, d'arriver à avoir quelque chose qui soit, je dirais, aussi consensuel, aussi global et qui permette à l'ensemble de réagir au bon moment comme il faut, moi, me pose une question. Donc voilà, c'est tout. Merci madame. Simplement en guise de réponse, c'était le 6e axe quand même qu'a évoqué Sébastien à la fin de son propos. Et puis je reprends le mot de, je reprends ton mot, enfin, le mot d'Éric, c'est là franchement, les acteurs que nous sommes, on peut être qu'en position d'humilité. C'est-à-dire que nous n'avons pas la clé pour régler la question de la gouvernance qui est débattue dans d'autres enceintes. Sauf peut-être Thierry, il a peut-être la solution. Non, mais je veux dire que l'exposé, le premier exposé de Sébastien montre bien que maintenant, ce sont plus seulement les acteurs traditionnels, les municipalités, les régions, etc., qu'il y a des fondations qui, effectivement, sont des acteurs qui ont une surface suffisante et qui peuvent, en effet, induire des réflexions d'abord, et puis éventuellement des opérations qui n'auraient pas été possibles dans un contexte où, effectivement, on est avec des courants politiques qui se font des croche-pieds mutuels et qui essayent chacun d'augmenter leur influence d'une manière pas forcément conforme à l'intérêt général. Voilà, je vous propose d'arrêter là. Nous aurons une prochaine édition à une date qui n'est pas encore fixée sur un thème qui est probablement quand même un thème qu'il faut qu'on évoque un jour, qui est celui de la transition énergétique. Donc nous vous reproposerons une date prochainement. Ça sera probablement un passe récamier à l'espace Fondation qui vient d'être réouvert mais dont la salle de réunion n'était pas encore accessible. Encore merci, à bientôt. Merci.